Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, dans le cadre de l'émission Lecture et compagnie, je reçois Réal Poulain qui nous amène cette semaine des livres assez particuliers. Réal, tu es un avide lecteur. Oui, tout à fait. Moi, je suis un avide lecteur. Je lis depuis mon plus tendre enfance. Ah oui? J'ai aimé les livres dès que j'ai mis le nez dedans. Puis là, mais ça, cette semaine, j'ai décidé de vous amener deux courants de littérature que j'aime beaucoup, que j'apprécie particulièrement. Et là, Réal, il y a sûrement certains de nos auditeurs qui vont reconnaître l'ancien animateur du Bingo Salon. Tout à fait. Là, on découvre le côté secret de Réal avec la littérature. Oui, tout à fait. Les gens connaissent ça moins de moi. Mais effectivement, j'aime vraiment beaucoup plonger dans les univers oniriques de la lecture. Puis, tu nous as amené là, vraiment plusieurs livres aujourd'hui, mais on va juste parler de deux livres des auteurs puis des courants là, de littérature. Le premier, je veux dire, je l'ai mis sur notre petit porte-livre, je ne sais pas comment appeler ça, mais c'est James Lee Burke, L'Arc-en-ciel de verre. C'est ça, c'est dans le courant des romans polars, qui est un roman policier, mais plus le polar, c'est tout le temps un enquêteur qui a des problématiques, qui vit ça difficile. C'est jamais l'enquête policière qui est l'importance là-dedans, c'est vraiment la difficulté sociale qu'il vit dans ses enquêtes. Donc, c'est l'histoire de Dave Robichaud, qui est l'enquêteur mythique de James Lee Burke, qui est un enquêteur de la Louisiane. Moi, j'aime beaucoup cet auteur-là pour la Louisiane. C'est vraiment, dans ses descriptions, dans le paysage, est autant un personnage dans le roman que l'histoire en elle-même, parce qu'on sent la Louisiane, on sent les odeurs. C'est pour ça que j'ai eu un petit faible pour lui, parce que j'ai tout le temps été fasciné un peu par la Louisiane. Donc, Dave Robichaud fait des enquêtes en Louisiane. Dans ce livre-là, il se trouve à être enquêté sur le meurtre de deux jeunes filles. Et là, il enquête dans ce livre-là avec son copain Clete Purcell, qui est j'en parlerai plus tard un peu. Donc, il enquête sur le meurtre de ces deux jeunes filles-là. On ne sait pas si c'est un tueur, un serial killer, ou c'est un autre type de meurtre. Donc, au cours de l'enquête, là, il va découvrir des Robichaud qui sont mêlés à cette histoire-là. Un écrivain qui fréquente sa fille à l'affaire. Ah, mon Dieu, c'est tordu, tout à fait. Mais t'as pas l'impression, tu sais, on en parlait tout à l'heure, tu sais, quand on parle de polar, de la littérature noire, là, les enquêteurs, c'est toujours des anti-héros, c'est toujours des gars qui ont des problèmes, qui sont alcooliques, qui sont, tu sais, qui ont maille à partir avec la structure judiciaire ou le système de police, puis ils sont, tu sais, mais ce qui sort beaucoup et tout de ces romans-là, c'est en même temps, c'est pour dénoncer une problématique sociale. Puis même si le héros a effectivement des problèmes comme dans ce cas-là, il est alcoolique, il a vécu le Vietnam, il s'en est jamais complètement remis de son expérience au Vietnam, c'est des gens qui vont quand même se battre pour qu'il y ait un petit peu de beauté qui sorte dans cet univers noir. Donc, c'est un petit peu des anti-héros, mais qui veulent se battre pour que un rayon de soleil sorte de cet univers noir-là. Fait que c'est ça qui est beau, hein. C'est pas souvent un happening à Walt Disney à la fin, mais au moins, ça nous éveille notre espoir qu'il peut y avoir du beau dans ce monde. C'est ça qui rend ce type de roman-là beau aussi. OK. Parce que toi, si t'aimes ça, hein, c'est doit être que tu retrouves... les bons auteurs de polar, effectivement. Puis effectivement, puis dans ce roman-là, il n'y a pas juste Dave Robichaud. Il y a son copain Clete Purcell qui enquête avec lui. Lui, c'est vraiment un ancien enquêteur qui a été éjecté de la police parce qu'il avait le tempérament un peu fougueux et il arrive souvent qu'il pète la gueule à bien du monde. Il fait qu'il s'emporte beaucoup. Mais c'est un bon monsieur. C'est un bon monsieur, je vous le dis, là. Bon, c'est un vrai bon monsieur. Okay, mais ils sont deux, donc. Ils sont deux qui enquêtent ensemble dans celui-là. On voit moins Clete Purcell dans les autres romans. Puis ce qui est attachant beaucoup dans le roman, dans l'histoire, c'est sûr qu'il ne faut pas s'attacher à l'intrigue. Il y a un développement d'intrigue, puis au cours de l'intrigue, c'est sûr qu'il va être menacé, il va affronter des tueurs, puis ce qui est intéressant aussi, c'est toute la famille. À l'affaire, sa fille, sa femme Molly dans ce roman-là, c'est tous des beaux personnages.
toutes des personnes qu'on aime savoir leur histoire à travers ça parce qu'ils sont intimement liés. Surtout la fille, elle est mêlée à l'enquête beaucoup, elle va être mise en danger et tout. Ça, tu parles de la fille de Dave Robichaud, qui est à l'affaire. Qui est à l'affaire Robichaud, qui est la fille, si les gens veulent suivre son histoire, il y a le livre Prisonnier du ciel, qui est vraiment le début à l'affaire. Elle apparaît dans la vie de Dave Robichaud dans ce roman-là. Fait que si vous êtes maniaque un peu, vous devez commencer par lui. Ben oui, je vais le mettre ici, là. Peut-être que notre ami Luc va pouvoir faire un zoom. Parce que là, tu en as amené plusieurs. Hein, oui, mais on n'en parlera pas de tout. Je voulais l'amener juste pour dire que si vous voulez commencer pour savoir d'où elle vient l'affaire, c'est ça. Alors, on commence par Prisonnier du ciel, puis ensuite, on lit L'arc-en-ciel de verre. Si vous voulez vraiment vous plonger dans l'univers de la Louisiane avec le bayou et tout ça, c'est vraiment génial. Moi, puis là, on part dans une enquête à propos du meurtre de 7 jeunes femmes. Lui, c'est 2 jeunes femmes dans lui. OK. C'est 2 jeunes femmes. Dans L'Arc-en-ciel de verre, il y a 2 jeunes femmes qui ont été qui sont décédées. Puis là, c'est des meurtres absolument atroces. Oui, c'est pas des meurtres très, très jojo, là, mais c'est ça. Puis là, on va finir par savoir vraiment à la toute fin. Mais je vous vendrai pas le punch, là, c'est non, sûr, on veut pas, je veux le lire. C'est ça, effectivement. C'est ça. Puis ce qui est intéressant et tout, c'est que quand on apprend un petit peu sur l'auteur, James Lee Burke, on apprend que sa fille à James Lee Burke s'appelle également À l'affaire, qui est une écrivaine également de romans polars. Je n'ai jamais lu À l'affaire, là. Ah, bon, là, donc c'est James Lee Burke. C'est ça. Et sa fille, c'est À l'affaire Burke. Elle est tout à l'écrit. Puis donc, il est vraiment très collé parce que dans ce roman-là, elle écrit un livre à l'affaire. La fille de Dave Robichaud écrit un livre également. Fait que c'est très collé à sa réalité. Tu trouves pas ça suspicieux? Il a été alcoolique lui aussi. Non, moi je trouve que ça nous dit un peu que si les gens veulent écrire, mais si tu pars de choses qui te tuent, tu peux écrire de très belles choses, puis tu connais ton sujet un peu. Fait que... Toi, c'est le genre de livre que tu lis combien de fois, là? Lui, je lirais 2 fois, facilement. Facilement, là, je avant d'intégrer tous les... Parce que ça a l'air c'est très dense, détaillé, là. Oui, puis il y a beaucoup... Là, j'ai survolé l'enquête, mais il y a beaucoup de choses. On se promène dans l'univers du milieu de la drogue, on se promène, on voit toutes sortes. Puis c'est ça, il décrit vraiment la Louisiane autant dans ses beaux aspects que dans ses aspects sombres. Les côtés pauvres, les côtés de milieu de deal de dope, puis fait qu'on découvre vraiment tout l'univers de la Louisiane. C'est vraiment un beau petit bijou. Donc ça, oui, la Louisiane, tu me parles de la Louisiane, mais la description, elle est géographique, mais aussi sociale. Sociale, effectivement. Les deux. C'est autant géographique, le paysage géographique que le paysage social. Des fois, il n'est pas très beau. C'est là qu'on voit que la Louisiane, on voit toutes les belles images, mais on voit qu'il y a tout un univers en dessous de ça qui est... Bien, pour les gens qui suivent l'actualité, là, on a bien vu, là, suite au passage de Katrina, l'ouragan, là, ça fait quand même plusieurs années, mais qu'en Louisiane, c'était un État très polarisé. Hein? Autant on est extrêmement riche qu'il y a de l'extrême pauvreté. Là, Puis il a écrit justement un de ses romans et ça passe vraiment juste après l'ouragan Katrina. Un de ses romans. Je me rappelle plus le titre, là, mais il y en a un de ses romans, je l'ai lu, là. C'est vraiment tout de suite, puis c'est vraiment relié à tout ce qui s'est passé, tout le climat social qu'il y avait après Katrina. C'est très collé à la réalité. Fait que lui et tout, il est bien intéressant, mais j'ai oublié le titre. Donc, c'est un auteur prolifique. Oui, très prolifique. Il y a vraiment beaucoup de livres. Il en reste beaucoup à lire, heureusement. Je suis très heureux. Quand j'aurai tout lu, je vais être triste un peu. Mais... Oui, bien, heureusement. Mais c'est un auteur qui publie encore. Donc, oui, vraiment. Si les gens veulent avoir ses vieux livres, Rivage Noir, ils ont toutes, là, tu vois. Chez Rivage Noir. Il y en a à la bibliothèque aussi, là. Il y en a beaucoup de lui, là. Puis, comme, regardez, c'est assez récent, là, hein, en édition de poche 2015, on peut sûrement se procurer ça aussi à la librairie L'Écuyer. On peut les commander. Puis on les avoir sans problème. Donc, James Lee Burke. Écoute, tu m'as mis un petit papier ici pour que je lise un extrait. OK. Puis après ça, tu vas me dire pourquoi tu as choisi cet extrait-là, hein? Donc, il y a des années, je parvenais à me libérer de ces appréhensions à l'aide de drogues pour vétérans avec un Jim Beam par-dessus et un verre de vin rouge pour accompagner le tout. Mais je n'avais plus mon vieux parachute. Alors, je récitais la prière de la sérénité prononcée à l'unisson au commencement de toutes les réunions des alcooliques anonymes dans le monde entier. Et si ça ne marchait pas, j'utilisais la forme abrégée de la même prière qui est « Et merde,
et qui n'est pas censé exprimer le moindre manque de respect. Je me suis arrêtée sur le bord de la route et j'ai respiré à fond. Le vent était frais et au-dessus de ma tête, des mouettes croassaient. Non loin de là, les membres d'une famille noire pêchaient à la ligne dans un canal, lançant leurs bouchons au bord des joncs. On est dimanche, pensais-je, un jour de repos. Un moment de répit loin de l'anxiété, de la peur, de l'ambition, de l'avidité et de toutes les autres forces qui semblent conduire nos existences. Un camion qui tirait un fourgon de canne à sucre vide passa en cahotant à côté de moi, puis une camionnette de livraison avec une porte qui s'ouvrait vers le haut. Un avion rouge qui ressemblait à un appareil pulvérisateur vola à basse altitude au-dessus d'un champ et, juste avant d'atteindre une ligne électrique, regagna en altitude et disparut derrière une haie d'eucalyptus qui faisait coupe-vent. Maintenant, la route était complètement déserte devant et derrière moi. Alors que ma radio était encore allumée, je me rendis compte que je n'avais pas conscience de ce que j'écoutais. C'était un match de baseball. Je l'ai coupé et j'ai passé une vitesse. Mon voyage dans la paroisse de Jefferson n'avait abouti à peu près à rien. Je pourrais peut-être au moins m'arrêter chez la grand-mère de Bernadette Latiolet, pensais-je. Je pourrais lui proposer de la conduire quelque part ou de faire quelque chose qu'elle n'était pas capable de faire. Et voilà. Moi, j'avais choisi surtout parce qu'on voit qu'il se questionne beaucoup, qu'il est pris avec son alcoolisme, puis il se questionne sur le sens de ce qu'il fait. Puis il est comme ça vraiment dans toutes les choses qu'il fait. Là. Et c'est écrit petit, donc oui. Avis à ceux qui... Je pense que là, je suis due pour un changement de lunettes. Mais on voit que c'est très dense comme écriture. Et que c'est très descriptif. Oui, il y a beaucoup de descriptions, autant des paysages, de ce qu'il fait. C'est vraiment très détaillé, effectivement. Les gens qui aiment moins les descriptions, qui aiment moins tout ça, vont peut-être avoir de la difficulté, là, mais... Et puis, est-ce que c'est comme ça dans tous ses romans? Oui. Donc... C'est vraiment... Son écriture sont tous comme ça. Donc, c'est assez... C'est avis aux lecteurs de polar... avisé, hein, dans le fond, là, c'est vraiment pour des amateurs de polar. Ça s'adresse peut-être pas à... Aux gens qui commencent et qui voudraient commencer à lire ça, à s'initier à ce type de roman-là, peut-être qu'ils vont trouver ça dense. Là. Mais c'est à retenir. Oui, tout à fait. James Lee Burke, L'arc-en-ciel de verre. Ouais. Voilà. Et là, Réal, et là... ton coup de cœur, tu nous as amené ton coup de cœur. Oui, mon coup de cœur, qui est de la littérature. Là, ça, tu m'as surpris quand tu m'as dit ça. De la littérature sud-américaine. Oui, latino-américaine. Moi, c'est... Écoute, c'est une découverte. Ça a été... Le plus drôle, c'est que ça a été une lecture imposée au cégep. Je connaissais pas beaucoup les latino-américains. Puis j'ai tombé sur 100 ans de solitude. C'est un cours de politique qui nous faisait lire. C'est M. Paul Vachon, qui était prof à l'époque, qui nous avait imposé cette lecture-là pour un travail de session. Et j'ai plongé là-dedans, j'ai vraiment découvert un univers incroyable de littérature que là, je me suis mis à lire des latinos, j'en ai lu beaucoup. Écoute, 100 ans de solitude, c'est vraiment l'histoire d'un petit village qui s'appelle le village de Macondo, en Colombie. Gabriel García Márquez, c'est un journaliste, activiste politique de Colombie. Donc, c'est un monsieur qui était très impliqué dans la politique dans son pays. Puis, il a écrit ce roman-là. Écoute, moi, quand tu as écrit un roman de même, tu peux mourir, puis ça ne dérange plus personne, parce que tu as accompli la plus belle chose de ta vie. Mais bon. Hey! C'est intense, j'en mets un peu, là, mais c'est vraiment... Il y a un signet dedans. C'est la 3e fois que je le lis. J'ai tout le temps cet émerveillement-là. Donc, c'est vraiment l'histoire de Macondo, un petit village. On part de la formation du village. Quand le premier, José Arcadio Buendia, a fondé les villages. Et là, on va suivre l'évolution du village pendant 100 ans. Donc, c'est vraiment très collé à la réalité latino-américaine. On sait que dans les pays d'Amérique centrale, il y a beaucoup de révolutions, de guerres, des Américains qui ont imposé, qui ont été développés des compagnies, puis qui ont tout laissé là. Oui. Puis il y a eu des dictateurs et tout, donc ça a été... très instable aussi. Oui, c'est très instable. Donc, on va suivre toute l'histoire. Ça, c'est tout imagé dans l'histoire du village de Macondo. Donc, c'est au José, la seule difficulté, parce que là, on va suivre
des générations de José Arcadio Buendia et José Aureliano Buendia. Et là où ça peut rebuter des gens, c'est ça qui est un petit peu difficile dans la lecture, c'est que tous les enfants de José Arcadio Buendia vont s'appeler José Arcadio Buendia ou José Aureliano Buendia. Ce qui fait que dans la lecture, à un moment donné, il faut vraiment se concentrer pour savoir c'est quel José Aureliano et quel c'est dans les générations, parce que ça devient un peu mêlant. Alors, donc, de génération en génération, les fils ont le même prénom. Le même prénom que le père. Eh, mon Dieu! Puis on peut se démêler en se disant les Aureliano vont être les plus révolutionnaires, les Arcadio vont être les plus scientifiques, parce que, en tout cas, mais c'est pas vrai, ça marche pas de même non plus. Ce qui fait qu'il faut se concentrer vraiment beaucoup. Ce qui est magnifique, on part vraiment, c'est ce qui est beau dans cette littérature-là, c'est que le fantasmagorique se mêle au quotidien. Tu peux avoir les gens, quand ils meurent, ils peuvent rester en fantôme dans le village. Les gens, pas pour tout le monde, mais il y a des gens qui vont encore avoir le fantôme d'un mort avec eux. Ah oui? C'est tout par image, beaucoup comme ça. Ça amène, le magique est très, très présent dans le quotidien. C'est sûrement lié à la culture latino-américaine. Oui. Donc, ça rend la lecture absolument merveilleuse. Mais qu'est-ce que tu as... tu disais que c'était une lecture obligatoire du cégep. Oui. Je serais curieuse de savoir pourquoi M. Paul Vachon vous a imposé ça comme lecture obligatoire. Je ne sais pas si tu le sais. Oui, je le sais. Parce que vas-y. j'ai fait... moi, j'ai fait un travail. C'est là-dessus que j'ai réussi à gagner la sympathie de Paul Vachon, parce que j'avais fait un très bon, un très bon travail. C'est que c'est politiquement... Il y a des anecdotes là-dedans qui reflètent toutes les réalités politiques qui s'est vécues là. L'exemple le plus frappant, c'est qu'à un moment donné, quand les Espagnols sont arrivés en Amérique centrale, ils ont décimé beaucoup de gens qui restaient là. Ils mouraient à cause qu'ils apportaient des maladies comme la grippe. Oui. Ces gens-là n'étaient pas... Fait qu'ils mouraient. Fait que c'est illustré dans le roman, juste pour vous montrer un peu comment le fantastique est réalisé au quotidien. Il y a une petite fille qui arrive dans le village de Macondo avec une valise, qui a des ossements de ses parents dedans. Et elle arrive au village parce qu'elle est supposément être parente avec José Arcadio Buendia. Donc, tu l'as lu et souvent. Ursula, oui. Mais puis finalement, elle amène avec elle la maladie de l'insomnie. Fait que là, les gens se mettent à ne plus être capables de dormir. Et ils dorment tellement plus qu'ils oublient le nom et l'utilité des choses. Fait que là, puis en plus, comme ils ne dorment pas, les gens qui sont dans leur rêve se mettent à habiter le village avec les gens. C'est ça, faut aimer ça, faut aimer vraiment ça, mais c'est magnifiquement écrit, puis c'est bien ce qui fait que c'est un peu l'illustration de tout ça, les gens, puis ça va tellement loin, cette maladie-là, qu'ils se mettent à écrire pour pas oublier les choses. Sur les vaches, ils mettent des pancartes, ceci est une vache, on doit la traire tous les jours. Il y a des touches d'humour vraiment délicieuses là-dedans, mais c'est toutes des choses comme ça, c'est illustré de cette façon-là. Puis là, on va passer vraiment dans l'histoire du village, il va grossir, on va passer par les dictateurs qui vont s'imposer dans le village, les Américains qui vont faire une compagnie bananière, mais c'est vraiment très dense, hein? C'est vraiment sur 100 ans, fait qu'on va suivre ça, mais à travers tout notre quotidien. Oui, parce que comprends-tu que ça doit être écrit petit, parce que c'est pas si épais que ça, là, comme... hein? C'est ça, hein? Attendez, en combien de pages? Il y a 500 quelques pages, me semble. Et avis à ceux qui ont des bonnes lunettes aussi, hein? Oui. 460 pages. Ah, 460, quand même. C'est moins de 500, c'est bon. Oui. Cette lecture-là, bon, tu disais qu'elle t'avait été imposée, mais qu'est-ce que tu en as retiré de cette lecture-là? Écoute, j'en ai retiré que la littérature peut vraiment dépasser un cadre rationnel et être tout aussi intéressante. C'est vraiment Moi, c'est vraiment sa capacité d'intégrer le fantastique au quotidien et d'illustrer vraiment des problématiques quotidiennes dans un monde onirique. C'est vraiment... Ça a dépassé les limites beaucoup des cadres littéraires qu'on connaît. Et c'est la façon dont c'est écrit. C'est vraiment écrit de façon magistrale. Écoute... Ça m'a donné des complexes. J'ai tout abandonné, l'histoire d'espoir d'écrire un jour. Je me dis, je pourrais jamais égaler une écriture semblable. Ce qui fait que c'est ça. Tu as un extrait. Ouais. Là, quand on a décidé quel extrait on lisait, chacun te dit, je vais prendre la littérature. Mais dis-moi, ça serait quel type de littérature, ça, avant que je te cède Oh mon Dieu, pour le classer dans un genre littéraire, je te dirais que c'est
J'appelle ça de la littérature sociale. Moi, non, parce que c'est trop quotidien. C'est vraiment, on tombe pas dans... Parce que quand il y a des contacts avec un fantôme qui apparaît comme Melkouillade, qui est un gitan, qui est là depuis le tout début du roman, un moment donné, il meurt, puis là, il essaye de le ramener à la vie, il reste juste son fantôme. C'est vraiment un personnage qui vit ça, ce qui fait qu'on peut facilement se dire... C'est dans son univers à lui. Fait que c'est pas du fantastique. C'est vraiment pas des vrais fantômes. Fait que moi, c'est plus du roman social. Ça illustre vraiment nos peurs. Ça illustre vraiment tout ce qu'au quotidien, on peut vivre. Et c'est illustré grâce à jusqu'où ça peut aller dans l'imaginaire. Est-ce qu'il est toujours vivant, Gabriel Garcia Marquez? Non, il est décédé, malheureusement. Parce que là, je vois là, rapidement, là, derrière, né en 1928. Donc, effectivement, ça lui donnerait 90 ans. En Colombie, Gabriel Garcia Marquez a obtenu le prix Nobel de la littérature en 82. Pour toutes ses œuvres. Parce pour l'ensemble de son œuvre. Tous ses romans ont été bien reconnus, là. C'est vraiment l'écrivain majeur des Latino-Américains. Ça a été édité, ça a été publié en quelle année, tu le sais-tu? Ça, je n'ai jamais... Moi, je vais te dire honnêtement, là ça m'intrigue vraiment, ce roman-là. Et puis, tu sais, le Times, là, qui dit « 100 ans de solitude est un chef-d'œuvre et certainement l'un des meilleurs romans latino-américains à ce jour. » Effectivement. Je te laisse lire ton extrait. J'ai choisi cet extrait-là beaucoup parce que ça nous plonge vraiment dans ce que je veux exprimer de ce que représente le latino-américain. Donc, bien des années plus tard, face au peloton d'exécution, le colonel Aureliano Buendia devait se rappeler ce lointain après-midi au cours duquel son père l'amena faire connaissance avec la glace. Macondo était alors un village d'une vingtaine de maisons anglaises et en roseaux, construites au bord d'une rivière dont les eaux diaphanes roulaient sur un lit de pierre polie, blanche, énorme comme des œufs préhistoriques. Le monde était si récent que beaucoup de choses n'avaient pas encore de nom. Et pour les mentionner, il fallait les montrer du doigt. Tous les ans, au mois de mars, une famille de gitans déguenillés plantait sa tente près du village et dans un grand tintamarre de fifres et de tambourins faisait part des nouvelles inventions. Ils commencèrent par apporter l'aimant, un gros gitan à la barbe broussailleuse et aux mains de moineaux, qui répondait au nom de Melkouillade, fit en public une truculente démonstration de ce que lui-même appelait la 8e merveille des savants alchimistes de Macédoine. Il passa de maison en maison, traînant après lui 2 lingots de métal, et tout le monde fut saisi de terreur à voir les chaudrons, les poêles, les tenailles et les chaufferettes tomber toutes seules de leur place où ils étaient, le bois craqué à cause des clous et des vis qui essayaient désespérément de s'en arracher, et même les objets perdus depuis longtemps apparaissaient là, où on ne les avait plus cherchés, et se traînaient en débandade, turbulentes, derrière les fers magiques de Melkouillade. Les choses ont une vie bien à elles, clamait le gitan, avec un accent guttural. Il faut réveiller leur âme, toute la question est là. Et c'est ça. C'est vraiment, tu sais, c'est toutes des images très fortes. Les choses n'avaient pas encore de nom parce que le visage était très récent. C'est cette façon-là d'écrire ce qui est de même à toutes les pages, là. C'est des belles images qui nous disent « Oh mon Dieu, c'est donc bien exprimé. » Fait que c'est pour ça que j'ai été... Mais toute la littérature latino-américaine, beaucoup d'auteurs que j'ai lus, c'est vraiment très présent, le monde fantastique, qui est très près de la réalité quand même, qui est là dans la... Ça doit être leur culture, ça me donne envie d'aller là-bas. Mais je le ferai jamais, là. Mais, Alors, toi, la lecture de ce roman-là a vraiment ouvert ton univers à la lecture latino-américaine. Ouais. Puis la raison pour laquelle tu as choisi cet extrait-là, dans le fond, c'est le début du livre. Oui, tout à fait. Ça positionne exactement le style littéraire. Oui, tout à fait. C'est vraiment, on le sent tout de suite en partant, c'est ça qu'on va lire. Puis moi, la comparaison que je fais beaucoup, parce qu'il y a 2 auteurs dans ma vie qui m'ont marqué, c'est lui puis Antonine Maillet, avec 100 ans dans le bois. Puis c'est comme si ces 2 personnages, quand ils écrivent, c'est comme si tu avais un vieux conteur devant toi qui te raconte une histoire, puis il le raconte si bien, tu restes là, puis tu l'écoutes. Ça, c'est vraiment... C'est rare les auteurs qui me font cet effet-là, puis c'est rare les livres que je vais lire 3 fois, là. OK. Mais effectivement,
Ça m'a bien plu, ce roman-là. Puis j'en ai pu à lire de lui. Je les ai tous lus, puis il est mort. Mais bon. j'ai relis. Hein? OK. J'ai relis. Alors, donc, cette semaine, Réal, tu nous as présenté Gabriel Garcia Marquez avec 100 ans de solitude et James Lee Burke, mais lui, il n'a pas fini d'écrire. Donc, à peu près tout ce qui a été écrit par James Lee Burke est à lire et relire. Tout à fait. Bien, un grand merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Et là, moi, je te dirais que j'ai quasiment le goût de t'inviter encore. Bien, il n'y aura pas de trouble. Ça me fait plaisir de partager mes lectures. Merci beaucoup, Réal. Rien. Mesdames et messieurs, quant à nous, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission de Lecture et compagnie.